Axel Daucher. Bonjour. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Vous avez fait des grandes choses que vous allez nous présenter et vous êtes aujourd'hui le président de Make.org que vous allez également nous présenter. Alors, vous savez que cette chaîne en introspection voit le jour cette semaine. Vous avez très gentiment accepté d'y participer. Nous allons parler vrai. Nous allons découvrir l'homme qui est derrière l'homme d'affaires et je vais vous poser un certain nombre de questions. Donc, première question, votre parcours, rapidement, ce que vous avez fait et qui vous êtes professionnellement. Eh bien, ça fait une bonne trentaine d'années que je dirige des boîtes dans des secteurs entre, je dirais, le digital et les médias. Que ce soit dans les jeux vidéo, que ce soit dans la communication, que ce soit dans la production audiovisuelle ou dans la musique. J'ai notamment dirigé Deezer, le service de musique, pendant 4 ans. Et puis, il y a 6 ans, j'ai arrêté, à ce moment-là, j'étais président de Publicis France et j'ai arrêté ça pour monter Make.org, qui est un peu le projet de ma vie, que je vais monter depuis 6 ans et qui a pour vocation d'essayer de lutter contre le déclin démocratique dans le monde. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, parce que c'est quand même c'est interpellant, lutter contre le déclin démocratique. En fait, on constate plus que jamais cette année d'ailleurs que les systèmes démocratiques sont perçus comme étant défaillants à agir sur le réel et surtout à réconcilier les personnes. Et donc j'ai construit une plateforme qui permet de faire collaborer des dizaines de millions de personnes entre elles, avec les pouvoirs publics, et de redonner par là même de la puissance à la démocratie, donc la capacité à être un système qui non seulement agit, transforme les sociétés et surtout l'aune du bouleversement environnemental, mais aussi réconcilie les personnes. En fait, on a de moins en moins de capacité à décider ensemble et à accepter la décision ensemble. À un moment donné, on doit prendre des décisions beaucoup plus difficiles qu'on n'a jamais prises jusque-là. Et donc notre méthode et notre outil permet à des États ou l'ONU ou les institutions européennes de finalement reconstruire un lien avec les citoyens et reconstruire ensemble. Pourquoi cette décision? C'est un altruisme qui vous habite Non, en fait, c'est une rencontre de deux choses comme toujours, mais en fait, tout ce que j'ai toujours fait pendant les années d'avant était drivé par l'aventure. D'accord. Pour moi, la vie professionnelle, c'est un grand jeu, une aventure. Plus c'est dur, plus c'est bien. On réussit pas, ça c'est une externalité. Mais la vraie vie, c'est sa vie de famille. En fait, j'étais vraiment dans une dualité hyper efficace d'ailleurs. Parce que quand on cherche l'aventure, on est sûr de le trouver. Quand on cherche le succès, on n'est pas sûr de l'aventure, on est sûr de le trouver. Et puis à un moment donné, mon dernier enfant a eu 5 ans et je me suis dit, finalement, considérer que mon utilité est liée à mes enfants, chaque mois, ils ont moins besoin de moi. Donc c'est un peu un CDD, ça va pas durer très longtemps. Donc ça a été un premier driver. Et puis ça a percuté un sujet que je suis depuis très longtemps, qui est celui de la gouvernance des sociétés, qui était une sorte de hobby personnel. J'avais été auditeur libre à l'École des hautes études de sciences sociales sur ce sujet-là. Et puis j'avais monté plusieurs think tanks sur le sujet, et j'étais absolument effrayé par l'incapacité des sociétés à faire face aux crises qui arrivaient. Et donc c'est la percussion des deux qui me suis dit, bon, je prends tout ce que j'ai appris, en fait, et je mets tout sur le rouge pour que ça serve à quelque chose. Et c'est ça Make.org. Et justement, sur ces sujets de gouvernance, la place des femmes, c'est quelque chose qui vous sensibilise, puisqu'il n'y avait pas assez de femmes au sein des conseils d'administration il n'y a encore pas si longtemps. Il y a des quotas qui nous font avancer, mais on est encore loin du compte. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont très masculines. Quel est votre regard sur cette parité? En fait, justement, je percute assez violemment les modes de gouvernance traditionnels verticales, puisque je crée, en fait, à travers ces collaborations, des lignes de force où tout le monde se retrouve. Et donc, tout le monde se retrouve à due proportion. Donc, j'ai vraiment, j'arrive à extraire, que ce soit de citoyens ou de salariés dans un grand groupe, finalement, une parole absolument équilibrée. Notamment en termes de genre, mais pas seulement en termes de genre. Diversité aussi, Ouais, au sens exactement. large. Ouais. Et donc finalement, je suis un contrepoids par rapport à des anomalies de gouvernance structurelle traditionnelle. Et je pense que ça apporte beaucoup. Et Axel, on parle beaucoup de la solitude du dirigeant. Quand vous étiez chez Publicis, par exemple, un rôle un peu plus important. Vous l'avez ressenti, cette solitude?
Énormément, énormément, mais pas spécifiquement chez Publicis. Hein. C'est d'autant plus Partout. vrai dans les boîtes plus petites, en Oui. fait, que dans les grosses boîtes. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression que plus Ah on non. a de responsabilités, de personnes à piloter, la solitude va être d'autant plus grande, mais non, c'est ce que vous Oui, êtes en puis train on de nous est dire. dans un grand groupe, on est aussi protégé de plein de manières, alors qu'on est au front dans une boîte plus petite. Dans un Ouais. grand groupe, l'existence du groupe n'est jamais remis en cause. Dans une petite boîte, notre réussite ou notre échec est proportionnel à l'existence même de la boîte. Donc je trouve que c'est beaucoup plus marqué en fait sur des petites boîtes. Et pour ma part, je ne sais pas diriger tout seul. Donc là, on a monté cette boîte à deux Ouais. avec une femme exceptionnelle qui s'appelle Alicia Combaz. Donc Et- vous formez un duo paritaire, justement. tous les extrêmement deux. paritaire. Bah, tout Ouais. est paritaire, mais presque par nature, hein, que ce soit Ouais. le codir ou la boîte elle-même. Mais en l'occurrence, le duo, il est absolument critique. C'est vraiment, il y a une chose que j'ai envie de dire, pour des boîtes, quelle que soit leur taille, c'est de créer cet effet à deux, parce que Alicia est la personne à qui je dis j'en ai marre, j'en peux plus, ça marche pas, ils me font chier. Enfin bref, voilà. Et elle, pareil, Faut évidemment. s'exprimer, ouais. Et donc c'est vraiment absolument nécessaire. Sinon, c'est très 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 lourd. Et justement, vous disiez que par le passé, vous l'avez ressenti, cette solitude, et alors comment vous l'avez gérée? Ben, moi, je suis plutôt grégaire, donc je gère par des effets de bande. Mon comex a toujours été pour moi une forme de bande, Ouais. le duo avec Alicia aussi. Et donc, la manière de gérer la solitude, c'est de se ressourcer avec les équipes. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais. De le ressourcer et de partager, pas créer de distanciation, trouver les mots et investir énormément d'énergie, de temps, de réflexion pour trouver les mots, pour être capable de partager avec ses équipes directes, voire avec ses équipes indirectes, la réalité de ce qu'on ressent. Alors que, évidemment, on doit les protéger, mais les protéger a comme conséquence de trouver les mots, n'a pas pour conséquence de garder pour soi. Et vous avez eu des mentors dans votre vie? Alors j'en ai eu plein, évidemment, surtout que j'ai changé 15 fois de boîte, donc ça m'a donné plein de Donc, mentors dont je fais pas... votre vie est jalonnée de personnes inspirantes qui vous ont aidé, alors Oui, alors je dirais, c'est vraiment étonnant parce que j'ai eu des mentors très emblématiques. Je ne suis pas passé très longtemps chez Publicis, mais avec Maurice Lévy est un mentor emblématique. C'est sûr que la chance de bosser avec lui voilà, il apporte quelque chose, un œil, quelque chose que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu ailleurs, et j'en ai eu d'autres dans ma carrière. Mais en fait, j'ai eu beaucoup de révélations par des rencontres même ponctuelles, qui ne sont pas forcément un statut de mentor, mais une sorte de confrontation avec la vraie vie ponctuelle qui peut à tout moment faire surgir une sorte de révélation. Et puis, j'ai eu des mentors intellectuels. En l'occurrence, Make.org a été vraiment monté sur la base des travaux de deux personnes, parce que c'est facile de dire je vais réintermédier la démocratie ensuite vous Ah oui. arriver, voilà. Et en l'occurrence, c'était Pierre Rosanvallon et Edgar Morin. Et donc Pierre Rosanvallon, j'ai eu la chance de le rencontrer. Edgar Morin, non, et malheureusement, j'espère que j'aurai un jour la chance, mais je pense qu'il n'y a plus beaucoup de temps parce qu'il est très âgé. Et cela compte autant pour moi que les mentors, les exemples professionnels, pairs, comparables. Oui, oui, bien sûr, c'est l'image qu'ils projettent et qui vous inspire dans ce que vous Oui, accomplissez chaque autant jour. leurs travaux que leur dédication à leurs travaux, qui est très, très riche pour un chef d'entreprise, c'est-à-dire pour quelqu'un qui est quand même drivé essentiellement par l'action. Et qui essaye de mettre un petit peu de réflexion dedans, mais l'action est quand même très prépondérante. C'est quoi, selon vous, la substance d'un bon manager? Ah, bon manager, c'est facile. C'est facile. Qu'est-ce qui est difficile, alors? Non, dirigeant. Oui, dirigeant. Manager, Ouais, c'est ouais. facile. Enfin, c'est facile à répondre. Enfin, dans votre cas, ce sera dirigeant. Comment? Je vais reformuler, dirigeant. Ah, d'accord. Un bon dirigeant, dans dirigeant, il y a manager, et manager, il y a plein de règles, mais pour moi, il y en a une qui est essentielle, c'est qu'en fait, il faut aimer ça. Manager, c'est... On fait bien ce qu'on aime faire. C'est vraiment gérer constamment les problèmes des autres.
c'est être surpris mais être déçu régulièrement. C'est se dire souvent oh, bah, si je l'avais fait, ça aurait été mieux, etc. Donc c'est lourd. Si on se nourrit de voir les gens grandir et que vraiment c'est un trip perso, ça fait passer absolument tout. Il faut être généreux. Il faut avoir envie, faut aimer ça. Si on n'aime pas ça, je ne sais pas comment on manage quand on n'aime pas manager, en fait. Ouais. Ça ne veut pas dire que d'aimer suffit pour bien manager, mais c'est quand même le point prépondérant. Dirigeant, bah, j'aimerais bien savoir, si je ressors un peu de manager, dirigeant, j'aimerais bien savoir. Je trouve qu'il y a une chose que je me disais récemment, c'est quand on regarde son entreprise, on peut la regarder à plein de niveaux de lecture. On peut le regarder à un niveau très qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puis on peut monter sur comment je vais conquérir des parts de marché, puis on peut monter sur stratégiquement comment je crée de la valeur. On peut être à plein de niveaux de lecture. Et l'écueil principal, c'est de ne pas être au bon niveau de lecture au bon moment. C'est-à-dire parler stratégie quand le problème c'est l'opérationnel, parler opérationnel quand le problème c'est la vision. Alors donc il faut avoir une agilité. Et je pense que ce qui est toujours impressionnant chez un dirigeant, c'est quand on sent cette capacité à naviguer de façon avec énormément d'aisance entre ces différents niveaux de lecture, de façon à être pertinent dans l'énergie qu'il va dépenser et pertinent dans l'énergie qu'il va demander aux autres. Et alors, justement, dans la continuité de ce que vous venez de dire, quelle est la part d'acquis et d'inné dans le management que vous démontrez? Est-ce que vous êtes né avec, vous avez appris Il y a beaucoup de choses qui sont de ma nature, au sens où c'est un peu la partie aimer manager que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire voilà, j'ai toujours avant même mes études, etc. J'ai une nature d'interaction. Voilà, j'ai une nature d'interaction relationnelle avec les gens et ça me nourrit extrêmement. C'est presque une quête en tant que telle. Et ça, acquis né, en tout cas c'est acquis né avant 18 ans, je dirais. Ouais, d'accord. Sur ce que j'ai acquis formellement après, je dirais qu'il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu une première étape, c'est donc j'ai fait Polytechnique comme école. Ce que j'ai appris n'est pas utile en tant que tel dans ce que j'ai fait après. En revanche, un acquis de confiance en soi colossal. Colossal, qui a été un acquis de confiance en soi et d'ailleurs de vue des gens sur ce qu'on est capable de faire complètement Attention injuste. À l'ego dans ces complètement injuste de fait que ça projette un a priori qui est positif sur tout ce qu'on va faire. Donc ça, c'est un acquis qui n'est pas un skills, mais qui a été déterminant après. Et enfin, l'acquis d'après, qui s'est construit au fil de l'eau et qui a été assez déterminant, c'est l'expérience des situations. Vous avez appris à vous découvrir finalement au fil des expériences. Oui, ouais. Et de me modeler, de me tester, de regarder d'autres manières d'appréhender les choses, d'observer comment les autres se comportaient. Enfin, c'était vraiment une logique de quête. Il y a eu des décisions difficiles que vous avez dû prendre, très difficiles ou audacieuses? Alors, pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Parce que, suivant moi, dans ma nature, être audacieux, c'est pas ce que j'appelle difficile. Parce que c'est plutôt ma tendance. Oui, donc vous êtes un peu... je me dis pas, je suis courageux d'avoir pris cette décision. Je dis, attention, tu as envie de la prendre parce qu'elle est audacieuse. Fais gaffe, tu es en train de te leurrer toi-même. Donc j'ai plutôt été dans des choix de vie, de changement de direction, très intuitif, très soudain, pas forcément très rationnel et que je ne regrette absolument pas, quelle que soit l'issue qu'ils ont pu avoir. Les décisions difficiles, c'est celles qui vont contre sa propre nature. Les décisions difficiles. C'est-à-dire qu'on vous impose quelquefois Non. Là, je me mets en situation de dirigeant. Donc, on a une boîte qui a. J'ai dirigé pas mal de boîtes, dont des boîtes qui, pendant un certain temps, allaient très mal. Et c'était. À un moment donné, il faut ajuster
la taille de la boîte par rapport à la réalité du marché, avec des gens qui sont hyper importants par rapport à ce qu'on se dit, avec qui on a construit. Bon, bah ça, c'est difficile parce que c'est contre nature. On passe de « allez, on y va, quoi qu'il arrive, tout est possible, on va se démerder » à « bah, tout est possible, mais là, juste en ce moment, on peut pas. on peut pas. Donc, on va être obligé de s'ajuster. » Donc, pour moi, c'était ça, les décisions difficiles. Difficile que vous ayez à prendre. Il y a une question qui n'était pas prévue, mais j'ai envie de vous la poser, parce que comme vous êtes polytechnicien et que il y a, comme vous le disiez tout à l'heure, on sort de cette école, on est le Graal du pays, et c'est vrai que moi j'ai quelques amis qui le sont, qui me disent bon, même notre mère nous regarde différemment, et il faut faire attention à l'ego. J'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, que vous n'avez pas d'ego, et c'est assez formidable. C'est-à-dire que vous avez accompli des grandes choses, dirigé des très belles sociétés, initié une entreprise qui donne du sens, et je sens pas d'ego chez vous. Non, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Alors peut-être qu'il a été rassasié. Peut-être que de ne pas avoir d'ego, c'est avoir l'ego le plus surdimensionné qu'on puisse imaginer, au point qu'on n'a plus besoin d'être en quête égotique. Je ne sais pas si vous êtes dans ce cadre-là. Je n'en sais pas. Mais effectivement, et je respecte pas tellement l'ego. C'est-à-dire que je suis très méfiant des manifestations égotiques autour de moi, qui sont parfois tout à fait justifiées, mais moi qui éveille tout de suite une méfiance ou une suspicion du pourquoi qui est toujours compliquée. Donc je fais très attention à ça, et je n'arrive à travailler qu'avec des gens qui n'ont pas de problème avec ça. Un petit peu. Et quelle est la part de votre intelligence émotionnelle dans vos relations avec les autres? Enfin, on le perçoit, mais on a envie de vous entendre sur le sujet. C'est hyper important. Hyper important. Hyper important. Je me nourris de ça. Et même je l'évoquais tout à l'heure, c'est peut-être même plus que ça encore. C'est-à-dire que je pense parfois que les relations avec les autres sont la seule substance en fait de la vie. On a des conquêtes dans plein de domaines, on essaie de fonder une famille, on essaie d'être quelqu'un de bien, enfin je dis on essaye parce qu'on fait ce qu'on peut après, mais bref, on essaye, tout est potentiellement un peu vain parce que le temps passe, parce que tous les combats sont vains presque par définition, et la seule chose qui n'est pas vaine, c'est ces échanges bourdéliens qu'on a avec les gens à travers des relations qui peuvent être une poignée de main, comme qui peuvent être 10 ans de travail en commun ou un mariage de 30 ans. Donc ça peut prendre des formes différentes. Et je crois que chaque relation est un petit abandon de sa liberté individuelle parce qu'on s'engage vis-à-vis de la personne en vrai. Et souvent, je me dis que c'est cet abandon-là qui est le sel de la vie. Alors justement, on arrive à la fin de notre entretien. J'ai deux autres questions. On va se projeter en avant. Imaginez que vous avez 90 ans, vous avez vos enfants, vos petits-enfants partout, vous regardez dans le rétroviseur votre vie. Qu'est-ce que vous vous dites? Alors déjà, je pense que je suis absolument incompétent pour ressasser le passé. Et j'ai même une mémoire qui fait le travail pour moi. Qui oublie. Quand je pense à mes années de prépa, j'ai l'impression que je n'ai pas bossé. Alors, je sais que j'ai bossé comme un chien. Alors là, vous allez en faire des jaloux. Mais j'ai absolument oublié tous les moments difficiles. Enfin bref, j'ai une sorte de machine à laver qui fait qu'il n'y a pas de regret en tant que tel. J'espère qu'à 90 ans, j'aurai gardé ce talent-là, qui est très pratique dans la vie. Et maintenant, je me dirais qu'est-ce qui reste. Je pense que je me poserais peut-être la question de... Il y a une tension entre est-ce que mon énergie, ce que je fais, est lié à ce que j'accomplis ou est-ce que je vis, en fait. Et j'essaye de ménager l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire que je suis très nourri par ce que je vis, l'aventure, les relations, tout ça, c'est hyper important. Mais bon, typiquement, avec Make.org, je me mets dans un enjeu d'accomplissement qui dépasse complètement ce que je vis. Que ça soit bien ou pas bien, je veux réussir à accomplir, à contribuer à justement le renouveau démocratique. Et c'est évidemment que c'est un enjeu qui me dépasse complètement.
D'accord. Donc là, j'arrive à gérer mon surf sur les deux trucs. Je ne sais pas comment je le gérerai à 90 ans. Donc est-ce qu'à 80, je me disais, tu n'as suivi que des faux combats parce que tu t'es concentré sur ton expérience individuelle et tu aurais dû plus penser à accomplir quelque chose? Ou est-ce que je me dirais le contraire, qui est de dire tu as beaucoup trop bossé, tu n'as pas assez construit avec tes enfants ou avec les choses que tu as vécues. Mais j'aimerais bien le savoir. Mais heureusement que la vie nous laisse des surprises et nous laisse l'incertitude. Exactement. Nous arrivons à la fin de cet entretien. J'ai une toute petite dernière question. Savoir que vous êtes là un petit peu livré, je vous en remercie depuis un quart d'heure. Et comment vous sentez-vous? Qu'est-ce que vous ressentez après avoir exprimé des choses peut-être inhabituelles? Bah, très bien, très bien. Surtout que je pense que c'est en exprimant les choses qu'on les comprend. Moi, j'ai dit pas mal de choses que je pense que je n'avais pas compris avant. Donc, en exprimant, écoutez, formidable. Mais c'est vrai ce que vous dites. C'est en exprimant les choses qu'on conscientise absolument les mots qu'on utilise. Et donc, vous vous sentez bien. Exactement. Ben, j'en suis ravie. J'étais vraiment très heureuse de vous accueillir. Et j'espère à bientôt. À très bientôt. Merci. Merci.